Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journal. À J-1 du référendum du 1er novembre, on prend ce soir la direction de la France pour découvrir les préparatifs de nos représentations diplomatiques. Comment se déplacer le jour J pour voter? Comment faire pour obtenir son autorisation? Réponse dans un instant. Le vote se poursuit en Algérie à travers les zones reculées dans les wilayas du sud. Nous irons ce soir à Béchar et à Ouegla découvrir les premières images. Nous fêtons après-demain le 66e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. Un portrait croisé dans ce journal de deux moujahidines qui ont rejoint l'ALN dès leur jeune âge et le témoignage de Mohamed Sebber, commandant de l'Atos, le navire qui transportait des armes aux moujahidines. Et un peu de culture pour clôturer ce journal avec cette question: comment aider les jeunes artistes à créer leur micro-entreprise culturelle? Réponse avec les membres du club des artistes Jilal ibn Abdelhalim de Mostaganem. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. On entame ce journal par les préparatifs pour notre communauté algérienne établie à l'étranger à J-1 du référendum du 1er novembre. On prend ce soir la direction de la France qui connaît, comme vous le savez, un confinement imposé par les autorités en raison de la pandémie de coronavirus. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourgadoum, s'est adressé à notre communauté établie à l'étranger, l'invitant à accomplir son devoir électoral. Comment se déplacer le jour J en France? Comment faire pour obtenir son autorisation? Réponse dans ce reportage signé notre correspondante Afef Blouchette. C'est à travers Internet et sur les sites de l'ensemble de nos représentations diplomatiques que le ministre des Affaires étrangères s'est adressé à la communauté nationale partout dans le monde, l'invitant à prendre part au référendum du 1er novembre, et ce, dans un contexte planétaire particulier. Je suis conscient des difficultés actuelles dans de nombreux pays en lien avec l'épidémie mondiale du Covid. Mais toutes les mesures sanitaires ont été prises pour que vous puissiez faire votre choix en toute sécurité. Voter pour le projet de constitution qui vous a été soumis est avant tout un choix citoyen. En vous exprimant, vous témoignerez de l'ancrage de chaque citoyen, où qu'il se trouve, non seulement à la mère patrie, mais aussi au modèle nouveau que ce projet crée et aux immenses possibilités qu'il offre à l'ensemble des citoyens dans cette Algérie nouvelle dans laquelle vous-même, vous serez une partie active. Des restrictions sanitaires endurcies en France depuis aujourd'hui. Pour autant, elles demeurent compatibles avec la tenue du scrutin. Par exemple, il suffira de cocher sur la 6e case de l'attestation du déplacement dérogatoire, à savoir convocation administrative, pour être en règle lors de ces déplacements vers les consulats ou bureaux de vote. 1. Sur le plan sécuritaire, le ministère de l'Intérieur a été informé et toutes les conditions également ont été réunies devant la plupart des consulats. Et sur le plan sanitaire, toutes les dispositions également ont été prises afin que la distanciation, les bavettes soient, j'allais dire, de mise, de façon à ce que les gens puissent accomplir leur devoir électoral dans tout ce qui s'apparente à un scrutin tout à fait normal. Et que par conséquent, nous devons de participer à ce scrutin parce que c'est la première pierre de l'édifice que le président Abdelmadjid Tebboune s'est engagé à réaliser au lendemain de son élection, à savoir une nouvelle constitution qui tienne compte des desiderata, des souhaits du Hirak, et c'est la preuve que le processus démocratique est en cours dans toute sa dimension. Certains consulats, comme celui à Créteil, proposent de conforter l'attestation dérogatoire de déplacement par une seconde délivrée aux électeurs sur place. La mise en place des bureaux de vote était déjà entamée cet après-midi ici, en présence du délégué régional de l'ANI. Près de 700 000 électeurs sont attendus en France, dans 175 bureaux de vote. Et de Créteil à Toulouse, où notre consulat
d'Algérie se prépare à accueillir les votants dans le respect des mesures sanitaires. Notre consul à Toulouse, Abdelhamid Ahmed Rouja, insiste sur la possibilité d'utiliser l'attestation dérogatoire de déplacement qui compte une case convocation administrative. Je vous propose de l'écouter. Le consulat d'Algérie à Toulouse s'est préparé pour cet important événement, le référendum sur la révision de la Constitution. Les opérations de vote auront lieu samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre de 8h à 19h. Les bureaux de vote au niveau de la ville de Toulouse sont au nombre de 3, bureaux 1 et 2 au niveau du consulat et bureau numéro 3 en rue Arnaud Vidal. Du point de vue de la situation sanitaire, toutes les dispositions de prévention sont prises, seront mises en œuvre et nous veillerons à leur stricte application au niveau de l'ensemble des bureaux de vote. Chers compatriotes, tous les bureaux de vote initialement prévus seront ouverts et prêts à vous accueillir pour exercer votre devoir et votre droit électoral. Bienvenue. Et toujours concernant le vote de la communauté algérienne à l'étranger, direction cette fois-ci l'Italie, où les préparatifs vont bon train. Je vous propose d'écouter notre ambassadeur sur place, Ahmed Boutache. En ce qui concerne les bureaux de vote sur le territoire italien, nous bénéficions de 6 bureaux, 4 à Milan et ses environs, dont un mobile. À Rome, nous comptons 2 bureaux, dont un mobile également, qui s'est déplacé aujourd'hui vers Vittoria en Sicile, puis remontera à Naples et de là-bas reviendra à Rome, où il arrivera à la fin du scrutin pour l'opération de comptage des voix. Dans la capitale, nous avons 2653 électeurs inscrits. Quant à Milan, nous comptons 3700 électeurs. Toutes les dispositions nécessaires ont été prises et nous sommes fin prêts pour la tenue du scrutin dont nous souhaitons le succès. Ce communiqué maintenant du ministère des Affaires étrangères. L'Algérie a condamné l'acte terroriste odieux qui a ciblé un lieu de culte à Nice en France et exprime sa solidarité avec les familles des victimes tout en appelant à la consolidation de la coopération internationale et au dialogue pour faire un front commun contre tous les extrémismes. Face au terrorisme, la position de l'Algérie est constante et claire. L'Algérie rejette toute forme de justification et tout amalgame avec l'islam religieux, religion de paix et de tolérance, ajoute le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Le vote a commencé en Algérie pour les habitants des régions éloignées et pour les nomades. Des dizaines de bureaux itinérants sillonnent les wilayas du sud du pays, à l'exemple de Béchar et de Ouergla. Un vote accompli, vous allez le voir, dans le respect des mesures sanitaires. Commentaire signé Abdelmajid Benqassi. L'opération électorale a commencé hier dans les bureaux de vote itinérants relevant de la daïra frontalière d'El Bourma, au sud-est de la wilaya de Ouergla. Le vote qui s'étalera jusqu'au 1er novembre prochain se déroule en présence de représentants de l'autorité nationale indépendante des élections. Et plusieurs électeurs ont déjà accompli leur devoir. 6 bureaux de vote itinérants sont prévus pour accueillir 7600 électeurs et électrices. Des bureaux destinés pour plusieurs localités, à l'instar de Keskassa, El Gelta, El Menga, Hassi Berkin, Rourt El Brel, Bir El Harash et plusieurs autres localités. Nous souhaitons beaucoup de réussite à ce projet, de la sérénité pour notre pays surtout. Je suis venu voter pour ce nouveau projet de constitution. L'opération de vote pour le projet d'amendement de la Constitution a concerné également les zones éparses de la daïra frontalière de Bni Ounif, située à 110 km au nord de Béchar. 2 bureaux mixtes où sont inscrits 1828 électeurs et électrices sont ouverts à travers la zone de Oued Nabous et celle de Rost al-Taïb et Fendi. Le vote pour le projet d'amendement s'est poursuivi ce matin au niveau de 7 autres bureaux mixtes répartis à travers les zones enclavées des communes de Béchar, Timoudi, Bni Abbas, El-Watta, Abadla, Qsabi et Tamtart où sont inscrits 2554 électeurs et électrices. Je vis dans une khaïma et je suis venu accomplir mon devoir. Comme tous les Algériens, je suis venu pour le référendum et voter pour le changement.
Je suis là pour accomplir mon devoir national. Pour lutter contre la Covid-19, une série de mesures préventives visant à contenir la diffusion du virus ont été prises, notamment des consignes sanitaires obligatoires, dont le port du masque, le respect de la distanciation physique entre les individus dans tous les bureaux de vote. Et les questions dans ce journal d'une jeunesse pleine d'espoir, des jeunes entrepreneurs qui se retroussent les manches et investissent dans différents domaines et croient des lendemains meilleurs. À Tiaret comme à Constantine, nos équipes ont recueilli leurs témoignages et leurs espoirs de la nouvelle Algérie. Commentaire signé Badia Amarni. Des exemples de réussite parmi la jeunesse algérienne aux quatre coins du pays. Ils ont développé leurs idées et sont devenus entrepreneurs dans divers domaines d'activité. Le cas ici à Tiaret, où ce jeune a réussi à investir dans l'élevage équin. Ben Youssef Habbara, c'est de lui qu'il s'agit, a relevé tous les défis et a mis sur pied sa micro-entreprise. J'ai pu mettre en place mon projet en 2017 grâce à l'agence Ansèche de Tiaret. Vous le voyez, c'est du concret. Nous allons développer notre activité car le cheval, c'est un patrimoine national à préserver. Ce sont des chevaux pur sang. Nous souhaitons que la nouvelle constitution apportera un changement à travers des mesures qui nous aideront à développer notre activité. Toujours à Tiaret, un autre jeune investisseur dans le recyclage des déchets vend le référendum sur la Constitution, une plateforme pour la concrétisation de ses ambitions. J'ai investi dans le cadre du fonds spécial mis en place par le président de la République. Nous espérons que les nouvelles dispositions de la Constitution seront traduites sur le terrain. À Djidjel, Fouad Kiwaz est sur les traces de ses parents. Il retourne la terre et inonde le marché de ses produits agricoles. Quand plusieurs investisseurs, il rêve d'une Algérie nouvelle où l'État prend en charge les préoccupations des agriculteurs. L'agriculture, c'est la base. Si l'on veut bâtir notre pays, il est important d'accompagner les investissements agricoles. Je serai au rendez-vous pour voter le 1er novembre pour le bien de l'Algérie. Pour construire une Algérie nouvelle, l'implication de toutes les compétences dans les différents domaines est nécessaire. Et toujours à propos d'agriculture, on vous emmène ce soir à N'Ama, connu pour ses variétés de dattes, d'El-Fegous et d'Arras. La récolte de cette année est plutôt bonne, mais le changement climatique pose problème, vous allez le voir. Il provoque des inondations à intervalles réguliers, ce qui endommage sérieusement les palmiers. Amel Baharba. L'oasis de Mougrar, au sud de la wilaya de N'Ama, produit toutes sortes de dattes. Mais ici, la récolte est tardive. Elle intervient au mois d'octobre, à cause de la spécificité du climat. Durant l'automne, nous récoltons toutes sortes de variétés de dattes comme le Fegous et Arras. Les agriculteurs déploient d'importants efforts pour avoir une bonne récolte. Ils doivent surmonter plusieurs difficultés, notamment le manque d'eau. Toutefois, même avec toutes ces insuffisances, la récolte des dattes est plutôt bonne cette année. Avec une superficie de 227 hectares destinée aux palmiers dattiers, l'on s'attend à une production de 10 500 quintaux cette année, avec la prédominance de deux variétés de dattes très prisées, El-Fegous et Arras. C'est une bonne récolte, mais elle a été affectée par la chaleur et les changements climatiques. De plus, les crues de l'Oued endommagent notre récolte. Il faut dire que depuis 2007, nous n'avons pas cessé d'interpeller les autorités concernées sur cette question, mais en vain. Nous procédons à la réhabilitation des palmiers dattiers et leur protection contre les inondations. Nous souhaitons la mise en place de programmes urgents à court terme pour la valorisation et la mise en valeur des palmiers de ces oasis. Sous le poids de plusieurs facteurs naturels et humains, l'oasis de Mougrar se dégrade peu à peu et perd de nombreux palmiers. Une situation d'autant plus exacerbée par les crues de l'Oued, le laisser-aller et la négligence. Dans l'actualité de ce vendredi, le conseiller auprès du président de la République chargé des archives et de la mémoire nationale, Abdelmajid Chikri, a indiqué que le travail bilatéral avec son homologue français, Benjamin Stora, sur la restitution des archives algériennes transférées vers la France n'a pas encore débuté du fait de la propagation de la pandémie de coronavirus, réaffirmant l'existence d'une volonté politique de part et d'autre concernant ce dossier. Abdelmajid Chikri a rappelé que le président de la République, Abdelmajid Tebboune, avait annoncé expressément cette volonté et défini le cadre
cadre dans lequel ce dialogue devrait se tenir, tout en reconnaissant que nous avons perçu la même volonté chez la partie française. Le Conseil du président de la République s'est dit optimiste quant au sort de ce travail bilatéral. Il a confié que nul n'a le droit de priver le citoyen algérien de prendre connaissance de son histoire, que la liberté des Algériens est liée à la connaissance des origines et des hauts faits réalisés par les générations précédentes en faveur de la patrie, d'autant plus que le peuple algérien est de plus en plus passionné de savoir chaque détail lié à son histoire, telle qu'elle, avec ses avantages et ses inconvénients. L'Algérie commémore après-demain le 66e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. L'occasion pour nous de vous proposer une série de témoignages, à commencer par ceux de deux moujahidines, Mes'oud Yakhlef et Ahmed Meftah. Ils ont tous les deux rejoint la guerre de libération nationale à la fleur de l'âge. Le premier comme militant en France, le deuxième dans la deuxième wilaya. L'un d'entre eux garde, vous allez le voir, de graves séquelles. C'est un reportage de Wassila Bouchaleb, commentaire signé Amel Bouharba. Nous sommes à Bourj Ali, commune de Stara, sur les hauteurs des montagnes d'El Milia, dans la wilaya de Djidjel. Ce sont ces sentiers impraticables que nous empruntons pour aller à la rencontre inédite de deux moudjahidines au parcours glorieux. Mes'oud Yakhlef et Ahmed Meftah, des militants de la première heure qui ont rejoint les rangs de l'ALN, pleinement engagés dans la lutte pour l'indépendance. Mes'oud Yakhlef a milité dans la région de la Moselle à l'est de la France depuis le déclenchement de la Révolution nationale. Infatigable, il a joué le rôle de mobilisateur pour le combat libérateur. Dans la région de la Moselle, je faisais des tournées auprès des Algériens pour les mobiliser et les rallier à la cause nationale. Âgé aujourd'hui de 85 ans, Ahmed Meftah Ben Mohamed Ben Salah se remémore les années de combat et son emprisonnement par l'armée coloniale en 1959. Dans la zone 3, wilaya 2, où il activait, ce moudjahid a été grièvement blessé, gardant des séquelles indélébiles. Ses cordes vocales ont été endommagées. 3 membres de ma famille ont donné leur vie pour l'indépendance de l'Algérie. J'ai versé mon sang pour l'honneur de mon pays, de ma patrie. Comment oublier ce combat pour la liberté? Cette lutte et ces sacrifices resteront gravés dans ma mémoire et celle de mes enfants. 66 ans après le déclenchement de la révolution de 54, les souvenirs sont toujours aussi vivaces pour Ahmed Meftah, qui a perdu l'un de ses compagnons de combat, tombé au champ d'honneur à Djebel Sidi Idriss, dans le nord constantinois. L'armée coloniale a usé du napalm pour exterminer les combattants. Et là, je me rappelle d'un de mes compagnons victime de ces atrocités coloniales. Sa voix résonne encore en moi. Il hurlait de douleur et me disait: mon frère Ahmed, le feu me brûle. Moi, je baignais dans mon sang et j'étais incapable de l'aider. Cette image ne quittera jamais mon esprit. Pour ces deux moudjahidines, les sacrifices et les souffrances endurées durant la guerre d'indépendance doivent servir de leçon pour les nouvelles générations. Il faut considérer les souffrances subies et les sacrifices consentis pour arracher l'indépendance de l'Algérie. Aujourd'hui, les jeunes doivent s'impliquer pour le développement et la prospérité du pays. Tout le monde doit œuvrer pour l'intérêt de l'Algérie. Et on apprend beaucoup de ces témoignages sur notre glorieuse révolution. Voici un autre témoignage maintenant de Mohamed Sebber, qui avait la lourde mission en 1956 de livrer des armes à la révolution algérienne, une cargaison acheminée d'Égypte à bord du navire Athos. Cette mission est racontée aujourd'hui dans les livres d'histoire. Commentaire signé Abdelmajid Benqassi. L'histoire du navire Athos remonte à octobre 1956. Un pan de l'histoire de la lutte armée et de l'approvisionnement en armes allait être écrit par nos vaillants combattants pour l'indépendance du pays. L'Athos venait d'Égypte et à son bord une cargaison d'armes destinée à la révolution algérienne. Un bateau et une mission que commandait le moudjahid et ancien diplomate Mohamed Sebber. Nous l'avons rencontré à Oran. Il nous en parle. C'était un grand bateau et j'ai été chargé de mener cette mission délicate dans ce bateau qui appartenait à un armateur soudanais et à l'intérieur duquel voyageait aussi un responsable politique du FLN. Le navire avait à son bord une cargaison de 100 tonnes et était dirigé par un équipage spécialisé dans les transmissions
et dans le maniement d'armes, raconte Mohamed Sebbar dans ses mémoires. J'ai été désigné par Ben Bella parce que j'avais une expérience dans le maniement d'armes et d'explosifs. Dommage que beaucoup de moudjahidines qui avaient joué un rôle n'ont pas écrit leur mémoire. Moi, j'étais parmi les premiers à avoir écrit pour permettre aux Algériens nationalistes de connaître les exactions de la France coloniale et connaître aussi le combat de l'Algérie, un combat unique. جرائم فرنسا والنضالات لأن النضال الجزائري كان نضال فريد في نوعه. La révolution algérienne, un exemple que beaucoup de peuples à travers le monde avaient suivi. Une révolution faite par des hommes et par des femmes qui ont perdu la vie pour la patrie. Des rues, des écoles portent aujourd'hui leur nom. Mais connaît-on vraiment le parcours de ces moujahidines? Voici l'histoire de Melhafef Amar et Eril Guitoun Ahmed. Tous les deux sont tombés au champ d'honneur. Une école primaire et une cité portent leur nom dans la wilaya de Boumerdes. Reportage d'Ahlem Gelmami, commentaire signé Bati Amardi. Au milieu de ces montagnes de Bouzgza et Qaddara à Boumerdes, une cérémonie de recueillement est organisée à la mémoire de nos valeureux chouhada. Ben Hafaf Amar fait partie des enfants de l'Algérie qui ont sacrifié leur vie pour libérer le pays. Pour que nul n'oublie ses sacrifices, cette école primaire porte son nom. Il a rejoint les rangs du FLN comme agent de liaison, on le surnommait Helicopter. En 1956, il a rejoint l'armée de libération nationale et travaillé au commandement. Grâce à lui, l'hymne national Qassaman a été introduit dans notre région. Nous l'avons écrit et appris. Il disait: ma mission est de décrocher l'indépendance ou tomber au champ d'honneur. La nouvelle génération doit connaître l'histoire et de savoir pourquoi leur école porte ce nom. Brahim Guitoun Eril n'hésite jamais à raconter l'histoire et les exploits des 5 héros de sa famille tombés au champ d'honneur. Mon frère était le premier à prendre le chemin du maquis et à tomber au champ d'honneur. Un jour, il était venu voir mon père pour l'informer qu'il allait rejoindre la révolution. Comme il venait de se marier, mon père l'a interrogé sur le devenir de sa femme. Sans hésitation, mon frère lui a répondu: c'est mon devoir de participer à la libération de mon pays. En 1957, il est tombé au champ d'honneur. La nouvelle génération ne doit pas perdre de vue les sacrifices de nos chouhada et de nos moudjahidines qui ont libéré l'Algérie du joug du colonialisme. C'est l'heure de découvrir le dernier bilan de ces dernières 24 heures en Algérie avec le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamel Fourar. Les principaux indicateurs enregistrés au cours de 24 dernières heures sont les suivants: 319 nouveaux cas, 411 nouvelles hospitalisations, 195 patients guéris, 48 patients en soins intensifs et 7 décès. Avec la notification de 319 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 27 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 11 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 10 wilayas ont enregistré 10 cas et plus. Pour ce qui est des nouveaux décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons malheureusement enregistré 7 nouveaux décès, rahmahullah. Pour ce qui est des patients, des nouveaux patients enregistrés au niveau des établissements hospitaliers durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 411 nouveaux patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 40 014, dont 195 au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux, au niveau du territoire national, 48 patients hospitalisés au niveau des soins intensifs. Et pour terminer, nous disons toujours à notre population de rester très vigilante durant cette période critique où on assiste à une augmentation du nombre de cas et du nombre de décès, de rester très vigilant, de respecter les règles de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances.
Et la prévention reste de mise, bien sûr. Dans l'actualité internationale, le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric, a fait savoir aujourd'hui que l'ouverture de consulats dans les territoires sahraouis occupés ne changera pas la position de l'ONU vis-à-vis de la question sahraoui. Il a ajouté que la position des Nations Unies vis-à-vis de la question sahraoui a été constamment définie par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans ses précédents rapports stipulant que le territoire sahraoui figure tel que mentionné dans le dernier rapport sur la liste des territoires non autonomes en attendant l'application de la résolution de l'ONU 1514 de l'Assemblée générale sur l'octroi de l'indépendance au pays et aux peuples coloniaux. Au même moment, le représentant du Front Polisario chargé de l'Europe et de l'Union européenne, Bouchraya Bachir, avait affirmé que le Maroc, qui incite des pays à ouvrir des consulats dans les villes sahraouies occupées, viole d'une manière flagrante toutes les lois dans une démarche qui reflète l'échec cuisant du Royaume du Maroc qui peine à obtenir des acquis sur le plan multilatéral. En mer Égée, la mer Égée a été secouée cet après-midi par un puissant séisme évalué à 7 sur l'échelle de Richter. Le tremblement de terre a provoqué l'effondrement de plusieurs immeubles dans la province turque d'Izmir et un mini-tsunami qui a balayé les côtes des îles grecques de Samos. Au moins 14 personnes ont perdu la vie et 400 autres ont été blessées selon un premier bilan. Aux États-Unis, c'est la dernière ligne droite vers la course à la Maison-Blanche. Les deux candidats s'affrontent dans 3 États du Midwest, à la fois industriel et rural. Joe Biden espère maintenir sa position de favori et rectifier les erreurs de la campagne de 2016. Trump, quant à lui, rêve de créer la surprise, même si les sondages confortent son rival, l'ancien vice-président Joe Biden. On revient en Algérie, un peu de culture car il en faut en cette période de pandémie. Direction Mostaganem pour parler d'entrepreneuriat culturel au Club des artistes Djilali Ben Abdelhalim. Comment aider les artistes à créer leurs petites et moyennes entreprises culturelles? Les participants à une table ronde tentent d'y apporter des réponses. Raouf Hamouche. Artistes, experts et représentants du secteur culturel, la famille artistique s'est donné rendez-vous au théâtre régional de Mostaganem, Djilali Ben Abdelhalim. Au menu des débats, l'entrepreneuriat culturel et artistique, qui connaît un engouement certain de la part des artistes. Nous avons abordé la question de l'entrepreneuriat culturel, à savoir comment arriver à créer des micro-entreprises afin d'encourager les artistes à réaliser leurs différents projets artistiques. Dans la nouvelle Algérie, le gouvernement, à travers le ministère de la Culture et des Arts, encourage les jeunes artistes à avoir un esprit d'entrepreneuriat dans le domaine artistique. Donc, il faut faire des projets. On a les exemples. Je voudrais bien être avec l'entreprise Bobagra. Un espace d'échange qui permettra aux artistes, aux porteurs de projets artistiques d'échanger leur expérience et de développer un esprit entrepreneurial. Ce club d'artistes a 2 objectifs. Permettre aux jeunes artistes de profiter de cet espace. Il pourra ainsi se produire sur scène et échanger différentes expériences. Cet espace sera un véritable carrefour pour les artistes de toute la région. Révéler la créativité et favoriser les échanges, le club Djilali Ben Abdelhalim est un espace artistique qui donne la chance à la nouvelle génération de raconter leurs histoires et partager leur amour pour l'art et la culture. Avec ce projet ambitieux, nous arrivons à la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Vous remercie de l'avoir suivi en bas de votre écran. Les adresses web pour le replay de vos programmes. Belle soirée.